Madame, monsieur, bonjour. Il sera midi dans quelques secondes. C'est l'heure du premier rendez-vous avec l'actualité en Rhône-Alpes. À la une de ce 12-13, les producteurs de lait qui se sont regroupés autour d'un label Faire France, une sorte de coopérative qui leur permet de vérifier que les circuits de distribution respectent bien leur prix d'achat et également d'informer leurs clients sur la provenance française du lait. Le Clara, Cancéropole Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes présentait cette semaine le bilan de 10 ans de recherche et de lutte contre le cancer. Pour discuter des avancées et aussi des futures recherches, nous recevons aujourd'hui le docteur Amaury Martin, secrétaire général du Clara. Et puis notre série cette semaine sur les 80 ans du quartier des gratte-ciel de Villeurbanne s'intéressera aujourd'hui au métier de gardien d'immeuble. Il y en a 17 dans ces tours. Notre équipe a rencontré l'un d'entre eux, une figure du quartier. Mais d'abord, ces quelques images d'une manifestation toujours en cours à Lyon, c'est celle des cheminots. Ils sont partis de la place Jean Massé pour rejoindre l'hôtel de région où cet après-midi, l'Assemblée doit débattre de la réforme ferroviaire en région avec un point particulier, on s'en doute, sur les trains express régionaux. Voilà qui nous mène au coup d'œil quotidien sur le trafic prévu aujourd'hui. Selon la direction de la SNCF, 1 TGV sur 2 et 2 TER sur 3 sont en circulation. Plus de précision sur le trafic en temps réel grâce au numéro et au site internet dont les coordonnées s'affichent sur votre écran. On passe à cet appel du père de Marie-Jeanne Meyer. Souvenez-vous, c'est cette jeune lycéenne assassinée en juin 2011 sur les hauteurs de Tournon-sur-Rhône. Son assassin présumé doit être jugé aux assises cet automne. Mais le père, qui tenait une conférence de presse hier soir, estime que l'enquête n'a pas exploré toutes les pistes. Les explications de Claire Chéripela et Stéphanie Vaux. 3 ans, jour pour jour, depuis le meurtre de sa fille. En hommage, Jean-Philippe Meyer a tenu à témoigner de son combat sur les hauteurs de Tournon, là où Marie-Jeanne a disparu. C'est là que son chemin s'est arrêté. Et moi, il y a beaucoup de choses qui se sont arrêtées aussi. En juin 2011, Marie-Jeanne Meyer, 17 ans, disparaît au cours de son jogging. Son corps calciné est retrouvé dans les bois. Le meurtrier présumé est arrêté 1 an plus tard en Espagne. Il s'appelle Anthony Draoui. Il résidait dans les environs de Tournon au moment des faits. Pour le père de Marie-Jeanne, l'enquête n'aurait pas dû s'arrêter là. Selon lui, la justice n'a pas exploré toutes les pistes. Il reste persuadé qu'Anthony Draoui n'a pas agi seul. Je m'étendrai sur l'ADN inconnu retrouvé sur le site. Monsieur Draoui a déclaré s'être débarrassé du couteau le lendemain et n'a jamais été retrouvé. Cette précision est importante pour la suite. L'instruction est close, mais Jean-Philippe Meyer va continuer à chercher pendant 3 ans dans l'espoir de lever les zones d'ombre qui subsistent. Le père est retourné sur place. Évidemment, il voulait voir le lieu, entre guillemets, de sépulture de sa fille. Le lieu où elle a été massacrée, c'était à côté de chez lui. Alors que l'endroit est censé avoir été tamisé, il a lui-même retrouvé des restes de sa fille. Voilà moi le constat que je fais objectif. Alors, est-ce que ça enlève à la valeur du travail des uns et des autres, des enquêteurs ou du juge d'instruction? Je suis autorisé à dire oui, moi. Anthony Draoui comparaîtra seul devant la cour d'assises de Privas en septembre prochain. Jean-Philippe Meyer, lui, attend que toute la lumière soit faite au cours de ce procès. Après la crise du lait de 2009, les producteurs laitiers restent très attentifs au prix d'achat. Pour cela, ils ont monté leur propre label, une forme de coopérative nationale qui leur impose des journées d'animation dans les supermarchés pour que le consommateur achète leur lait français et surtout au bon prix. Explication Béatrice Tardy et Benjamin Métral. Vous voulez goûter, monsieur ? Se faire offrir un verre de lait dans un supermarché, une action rare et bien perçue par ces consommateurs qui découvrent ainsi cette toute jeune marque de lait et son éthique en faveur des petits producteurs. Je préfère acheter un local qu'acheter à une grande chaîne de distribution qui fait des marges super importantes et que lui, il va mieux gagner sa vie. Le consommateur paye en moyenne 10 centimes de plus le litre de lait Faire France. 10 centimes de plus, c'est ce que les producteurs de lait réclamaient en 2009 pour vivre décemment de leur production. Rappelez-vous, asphyxiés par les marges des industriels dans toute la France, ils déversaient leur lait et leur colère. De cette crise sans précédent est né leur label. Tout à l'heure, il y a un client qui disait « vous avez fait la révolution » et ce projet-là, Faire France, c'est une révolution concrète où on met notre lait en bouteille et on explique
d'acheter cette brique de lait-là, on va défendre les producteurs derrière, quoi. C'est une révolution concrète. Une seule laiterie a accepté de mettre en bouteille ce lait, à 80 km d'Orléans. Un système qui se veut équitable, la laiterie achète entre 10 et 15% plus cher le lait. Ce label a été décliné dans 5 autres pays européens. Notre objectif, c'est de faire monter le prix du lait pour permettre de couvrir les coûts de production et faire vivre nos familles. Et on essaye d'expliquer aux gens qu'il faut pour cela répartir les marges équitablement et qu'il vaudrait mieux payer le prix du lait 10 centimes de plus et que nous, on ne touche pas d'aide et de subventions et tout le monde s'y retrouverait. Ce label regroupe 800 adhérents, mais le lait ne provient pour le moment que de 9 départements français, aucun en Rhône-Alpes. Le consommateur a donc un peu du mal à s'y retrouver. Celui-là, c'est pas le vôtre. Là, non, là c'est pas le nôtre, c'est le lait des collègues de ce coin-là, quoi. Et le vôtre, il est où alors? Il part sur une autre filière. C'était pas possible d'aller chercher le lait dans chaque ferme et de le centraliser dans une entreprise et de le revendre au niveau national. Dans cet hypermarché, ce label ne représente encore qu'1% du volume global de lait vendu chaque semaine. Si les consommateurs plébiscitent la nouvelle bouteille, d'autres laiteries pourraient bien accepter de jouer le jeu de ce label indépendant dans chaque région. La réforme de la politique de la ville a été annoncée cette semaine. Il s'agit notamment de redessiner la carte des quartiers qui sont aidés financièrement. Et pour cela, désormais, un seul critère compte, le revenu des habitants. Le nombre de communes bénéficiaires diminue, mais une centaine de nouvelles apparaissent, dont certaines en zone rurale. C'est le cas de Saint-Marcellin en Isère, qui va bénéficier pour la première fois de ce soutien de l'État. Reportage Xavier Schmitt, Vincent Abran. Saint-Marcellin, 8000 habitants et près de 20% de logements sociaux. Cette commune rurale va bénéficier de la politique de la ville car elle répond au nouveau et seul critère, la pauvreté. Une partie de la population vit avec 11 250 € par an, 60% du revenu médian national. Pour nous, ça va être effectivement un plus. C'est aussi la reconnaissance de problèmes spécifiques que peuvent avoir des petites villes comme les nôtres, et elles sont nombreuses. Même si on est en zone périurbaine ou en zone rurale, et on est fier de cette ruralité, c'est une reconnaissance des difficultés qu'on peut avoir comme certaines autres villes dans des banlieues et en agglomération. La priorité va au soutien aux familles, mais aussi à l'emploi des jeunes, avec une aide à la création d'entreprises. Le dispositif sera géré par la communauté de communes. Un espoir pour Saint-Marcellin, car la nouvelle zone d'activité, 9 hectares, a bien du mal à attirer des sociétés. Les élus locaux ont fait ce qu'il fallait, mais aujourd'hui c'est très difficile de lutter contre des gros pôles, Grenoble, Valence. Les entreprises ont plutôt tendance à aller vers ces gros pôles, alors que nous on a tout ce qu'il faut, on n'a pas les bouchons le matin pour aller au travail, etc. On a une qualité de vie qui peut être aussi intéressante pour des employés, et donc ça peut être, j'allais dire, qu'un plus pour amener de l'activité économique. Le gouvernement entend faire vite pour mettre en place cette mesure en faveur de l'égalité des territoires. Après concertation avec les élus, l'entrée en vigueur est prévue en janvier 2015. Reste la question clé, l'attribution du financement. 400 millions d'euros par an à répartir entre 700 communes. Le cancéropôle Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes présentait cette semaine le bilan de 10 ans de recherche et de lutte contre le cancer. Avec nous sur ce plateau, son secrétaire général du CLARA, le docteur Amaury Martin, bonjour. Bonjour. Le CLARA, d'abord pour définir un peu ce que c'est une sorte de passerelle, vous me disiez, entre chercheurs, universités, hôpitaux et entreprises. Oui, pour rester dans l'actualité, je comparais ça au football. C'est que pour gagner, il faut des très bons joueurs et il faut surtout une même stratégie. Et le cancéropôle, pour nous, les joueurs, c'est les équipes de recherche, c'est les industriels, c'est les hôpitaux. Et la stratégie, c'est jouer collectif et c'est transférer les résultats de la recherche vers les malades. Et pour ça, on a besoin d'entreprises. Donc, c'est aussi faire du développement des entreprises. Donc, vous présentiez cette semaine le bilan de 10 ans de cette coordination. Il y a quelques batailles qui ont été gagnées contre le cancer en 10 ans. La première bataille, c'est qu'en 10 ans, la grande région Rhône-Alpes-Auvergne s'est clairement imposée comme le deuxième pôle de recherche contre le cancer en France. Le premier, c'est l'Île-de-France. Le premier, c'est l'Île-de-France. 2 fois plus de chercheurs travaillent dans ce domaine comparé à il y a 10 ans. 4 fois plus d'entreprises développent et vendent des produits qui visent ce secteur de marché. Mais je dirais que notre plus grande fierté, pour répondre à votre question sur les succès, c'est qu'aujourd'hui, les projets que nous avons accompagnés, ils bénéficient déjà à 120 malades dans le cadre d'essais cliniques.
Et ça concerne à la fois des malades atteints de sarcome, de mélanome ou également sur le cancer du foie. Et alors, ça, c'est une vraie fierté pour nous. Alors, donc des succès, parce qu'il y a donc des thérapies ciblées, c'est ce qu'on appelle les thérapies, c'est presque personnalisé pour le cancer de chaque personne. Donc c'est mélanome, sarcome, ces maladies, ces cancers-là, c'est quoi ? C'est des cancers qui sont... Alors le sarcome, c'est un cancer rare, le mélanome, pas vraiment. Et pour nous, dans tous les cas, la notion de thérapie personnalisée que vous venez de décrire, c'est l'avenir, mais c'est également un certain nombre de difficultés. C'est-à-dire que ça implique forcément de modifier l'organisation des soins et ça implique de mettre autour de la table différents types de chercheurs. Et ça, c'est la mission d'un cancéropôle, d'aller chercher des expertises qu'on a, ça c'est la bonne nouvelle, en Rhône-Alpes-Auvergne, et de les mettre autour d'une seule question, comment soigner les malades. Alors au niveau de la recherche, il y a des stratégies, donc vous l'avez dit, il y a aussi des espoirs. Quelles sont les futures thérapies sur lesquelles vous espérez pouvoir travailler ? Ça, je n'aurais pas la prétention de me positionner sur ça, c'est les chercheurs qui pourraient répondre à cette question. Nous, au Cancéropôle, on porte, et on a été d'ailleurs, aujourd'hui, il y avait la présentation de la loi santé par Marisol Touraine, donc on est complètement en ligne avec ce qui a été dit. Les enjeux, c'est demain la prévention. Entre 30 et 50% des cancers sont évitables. Et c'est l'égalité d'accès à l'innovation. Ça veut dire effectivement ce que je disais juste avant, réorganiser ou organiser différemment les soins et les fameuses thérapies personnalisées qui impliquent de réfléchir à un certain nombre d'approches de la maladie. Et l'approche de la maladie est importante aussi sur le plan social, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement sur le plan médical. Là. C'est effectivement le troisième enjeu, c'est d'avoir une approche intégrée du malade et non pas uniquement regarder des médicaments, mais le prendre dans sa vie tous les jours, aussi avant qu'il soit malade, mais également après. Et donc ça veut dire mettre des experts, des expertises en sciences humaines et sociales, en sociologie, en psychologie. Et c'est une vraie révolution pour les années à venir. Et c'est notre travail d'aller chercher ces expertises en Rhône-Alpes-Auvergne. Voilà, là où elles sont, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, docteur Amaury Martin. Vous êtes donc le secrétaire général du CLARA, du Cancéropôle Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes, d'avoir répondu à nos questions. On reprend le cours de ce journal avec une formation unique en France. Elle est prodiguée à Saint-Étienne. C'est celle de la section armurerie du lycée Benoît Fournéron. Chaque année, on y décerne le trophée des arquebusiers, une récompense aux meilleurs de ses élèves armuriers. Reportage Damien Grousson et Vincent Diga. Des armes dans un lycée, ce qui est d'habitude totalement interdit par la loi, est ici un événement salué par toute une filière professionnelle. Chaque année, la section armurerie de Saint-Étienne, formation unique en France, décerne le trophée des arquebusiers aux meilleurs de ses élèves. Parmi les 7 lauréats, Pierre est venu de Bordeaux, où il exerce désormais en professionnel pour présenter son œuvre. C'est une crapahute, c'est une arme pour tirer en montagne. Très courte, compacte, pour pouvoir la mettre dans le sac à dos en fait. C'est l'accomplissement de 2 ans de formation à Saint-Étienne en fait. Pour les nouveaux élèves, ce trophée est l'occasion de découvrir le niveau d'exigence qu'on attend d'eux. Pour les anciens, c'est se retrouver et échanger des nouvelles. Et à l'atelier, vous êtes combien ? Vous êtes tout seul à l'atelier et il y a 25 personnes dans l'entreprise. L'essentiel, c'est de créer un réseau, que tout le monde se connaisse, les jeunes ils aient un emploi derrière. Et par rapport à leur projet aussi, c'est intéressant qu'ils soient vus par un grand nombre de professionnels aussi pour voir la qualité du travail qui est réalisé au niveau de l'école. Les 15 membres du jury viennent de tout l'Hexagone. Ils jugent la minutie des ciselures sur le bois et l'acier, l'excellence artistique des projets et leur degré d'innovation technique. Oui. Quelle est la longueur du canon de la carabine ? 60 cm. Élite d'une petite corporation, les questions qu'ils dégainent sont ciblées, mais leur visée reste bienveillante. Je m'oblige à être là presque tous les ans, parce que c'est une continuité du métier de l'armurerie qu'il faut absolument poursuivre et revaloriser tous les ans avec une nouvelle génération. J'ai bientôt 50 ans de carrière et c'est grâce à des gens comme ça que le métier existe toujours. Le brevet des métiers d'art option armurerie se fait en 2 ans. Tous ces diplômés trouvent du travail facilement. Direction le plateau de l'Otagne à Valence, un chantier archéologique a mis au jour un camp militaire romain datant du 1er siècle avant Jésus-Christ. Ce sont des fouilles de grande ampleur, une dizaine d'hectares. Le chantier a débuté en décembre et se poursuivra jusqu'en janvier. Claire Chéripela et Stéphanie Vaux. Retourner, travailler, la terre du plateau de l'Otagne révèle ses secrets enfouis. Les vestiges d'un camp militaire romain unique par sa taille, construit sur des dizaines d'hectares. Autant de témoignages des habitudes romaines. Imaginez donc qu'au-dessus se trouvait une cloche. Les pains étaient ensuite mis, une fois que le four était monté à température, à l'intérieur de la sole.
C'est une marque de la vie quotidienne parce qu'une telle population donc, avait besoin de manger et bien entendu il y avait une alimentation carnée, de la viande, mais il y avait aussi besoin de grandes quantités de pain ou éventuellement également de galettes qui pouvaient être chauffées à l'intérieur de ce type de four. Le plateau domine le Rhône et permet de surveiller le Vercors et le Massif central. Un emplacement idéal. Des dizaines de milliers de légionnaires romains y auraient séjourné au 1er siècle avant Jésus-Christ, en plein cœur de la conquête de la Gaule. Depuis 6 mois, une dizaine d'hectares est passée au peigne fin. Ça, c'est un outil de plus qui va nous permettre de comprendre qu'est-ce qui peut se passer dans le sol qu'on n'aurait pas vu. Par exemple, un trou de poteau, par exemple, une masse métallique. Ces vestiges sont ensuite étudiés en laboratoire, puis répertoriés. Tout au long de l'année, les archéologues vont tenter de décrypter les richesses souterraines. Il faut du temps pour comprendre un endroit, il faut du temps pour l'analyser. Il faut avoir vécu le froid, il faut avoir vécu le chaud, il faut avoir vécu tout ça pour comprendre un endroit et vraiment pouvoir interpréter les vestiges archéologiques. Donc c'est effectivement un tableau qui s'anime progressivement et qui prend vie. Parfois c'est l'imaginaire qui va nous permettre de comprendre certaines choses. Le chantier doit se poursuivre jusqu'en janvier prochain. Le camp militaire retrouvé sera alors enseveli pour laisser place à l'extension de la zone d'activité voisine. La suite de notre série pour les 80 ans des gratte-ciel de Villeurbanne et notre coup de projecteur quotidien sur ceux qui habitent ou qui travaillent au gratte-ciel va se braquer aujourd'hui sur les concierges d'immeubles. Myriam Figuereau et Sandy Goldstein ont rencontré une figure du quartier. Regardez. Michel-Jean Linotte, gardien d'immeuble au gratte-ciel depuis 10 ans. Le trousseau de clés à la ceinture, bermuda et débardeur en toute saison. Au gratte-ciel, sa silhouette est familière à tous. Il faut garder un rythme, toujours. Michel Linotte ne porte pas l'uniforme des gardiens d'immeuble, pas le genre. Mais il défend haut les couleurs de sa fonction. Ça y est, je te l'ai mis ton journal. Tu l'as pris? Voilà. Tous les jours, de 5h30 à 11h, il entretient ce patrimoine unique. Traque le moindre grain de poussière en chantonnant. Le geste n'est jamais anodin, car on sent bien que derrière ses mains, la préoccupation est tout autre. Il faut qu'il y ait un côté de propreté, je veux dire, c'est pas un bouge, voilà. Donc il faut que les gens se sentent bien dans un endroit propre au maximum, au minimum, qu'importe. Allez, salut à toi. Comme chaque matin, Michel n'oublie pas de prendre des nouvelles de ses plus anciens locataires. Ça n'entre pas dans ses attributions, mais c'est pourtant ce qui le motive le plus. Salut toi. Le métier de gardien, c'est pas une histoire de nettoyage, c'est toujours pareil, c'est une histoire de convivialité, de correspondance, de rapport avec les gens. Et voilà, mais moi c'est ce que j'aime. J'aime le contact, j'adore ça. En fin de compte, je ne peux pas vivre sans. Je me sens à ma place. Une place à part, un rôle social qu'encourage son employeur. C'est aussi le personnel qui va nous faire remonter les dysfonctionnements ou les situations pour lesquelles il y a besoin d'un accompagnement social. C'est ce qui nous permet de garder ce lien et de garder cette convivialité qui existe dans les gratte-ciel encore, même si elle est plus difficile aujourd'hui qu'hier. Depuis sa loge au premier étage, le temps qui lui reste, Michel est chanteur. Je voudrais partir jusqu'à la mer, m'allonger sur le sable, apprendre un peu l'air. La musique, c'est quelque chose qui nous permet de nous échapper du quotidien, du malheur et en même temps de nous retrouver nous-mêmes. Voilà, la musique, c'est ça. C'est pas seulement un partage, en fin de compte, c'est une communication avec nous-mêmes aussi. On en a besoin. Ses voisins sont habitués à sa guitare, car leur concierge est amoureux. Et ça n'a pas de prix. Là-bas, tu peux salir. Et c'est ainsi que se termine ce journal régional. Merci de nous être fidèles. L'info en continu, c'est sur notre site internet. À la une, la fête de la musique avec l'opéra La Vie Parisienne qui sera visible en direct sur notre site le 21 juin. Bien sûr, prochain rendez-vous avec l'actualité en Rhône-Alpes à 19h avec Olivier Michel. Je vous donne rendez-vous demain à midi pour un nouveau 12-13. Bon après-midi, à demain.